sais vraiment pas ce que c'est. Ce sont des inscriptions en hébreu. C'est écrit Dibuk. Émilie, où es-tu? Ça veut dire démon en hébreu. Le complot Qu'est-ce que cette chose veut à ma fille? avec Christian Page. Cet esprit prend possession des enfants. Émilie, une fois qu'on a ouvert cette boîte, des gens se mettent à mourir. Laissez ma fille tranquille! J'ai vu quelque chose à l'intérieur d'elle. Oh. Ce que tout père se pose comme question un jour ou l'autre, qu'est-ce que cette chose veut à ma fille? Ben, T'es vois arriver là à la maison, tu dis... Bref. Mais là, c'est un autre film de peur, ça? Oui, absolument. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que cette chose veut à sa fille, hey! il faut que tu ailles au cinéma, Benoît, voir un film qui s'appelle La Possession. Donc, c'est à l'affiche depuis 2 semaines. Et en fait, c'est un film qui a été réalisé par Sam Raimi, qui a réalisé le Spider-Man, les méga succès de Spider-Man. Il n'a pas fait Fright Night aussi? Je crois que dans les années 80. Et ce film-là met en vedette Jeffrey Dean Morgan, qu'on a vu dans Killing Fields, et Natasha Callis, et qui est une jeune comédienne. Et en fait, c'est un film d'horreur. La possession, ben évidemment, on réinvente pas la roue. C'est un film de possession diabolique, comme on en a vu beaucoup au cours des dernières années. Mais ce qui a frappé beaucoup de cinéphiles, c'est que au début du film, on a un bandeau qui nous indique que ce film est basé sur une histoire vraie. Et c'est également ce même bandeau que l'on voit dans la bande-annonce. Alors, je suis allé voir ce film, que j'ai trouvé plutôt divertissant, mais comme on dit, on réinvente pas la roue. C'est une histoire de possession au superlatif, avec toutes les images clichés un peu qu'on retrouve là-dedans. On se divertit pendant 1h30, mais ça s'arrête à ça. C'est pas un film qui va passer à l'histoire comme ça a été le cas avec le film L'Exorciste. Non, mais as-tu eu peur? Oui, un petit peu. Bon, Ben, il y a quand même des moments intéressants. Pour te faire peur à toi, là. C'est difficile. C'est pas un peu heureux, là? Non, je suis pas un peu heureux, moi, là. Je veux dire, la petite maison dans la prairie, là, je suis capable de regarder ces lumières allumées. T'es courageux. Tu m'impressionnes. Cela étant dit, l'histoire raconte donc Laura Ingram, elle te faisait peur. Ah, oui. À toutes les fois qu'elle tombait au début du film, le générique, je me disais, mon Dieu, elle va se relever. C'est qui le démon qui l'a trébuché? Qu'est-ce que cette chose veut à ma fille? Qu'est-ce que cette chose veut? Donc, l'histoire raconte, c'est un père, donc, divorcé, qui a la garde partagée de ses 2 filles, et puis à un moment donné, elle a une fin de semaine, alors qu'il a ses filles avec lui, il va dans une sorte de vente de garage, et une des fillettes, la plus jeune des fillettes, voit une sorte de boîte sur laquelle il y a des inscriptions, demande à son père d'acheter la boîte, et à partir du moment où elle a acquis cette fameuse boîte, des phénomènes mystérieux vont se produire, tant et si bien que le père va se questionner, va consulter puisqu'on parle de signes hébreux sur la boîte, il va consulter des gens du judaïsme qui vont lui dire que cette boîte contient un dibuk. Un dibuk, selon la culture juive, c'est un esprit malfaisant. Et puis là, ben, évidemment, l'ouverture de la boîte va entraîner une possession et, tout le phénomène d'exorcisme qui va avec. Alors, donc, on n'invente pas la roue, c'est une histoire archi connue. Mais c'est vrai que cette histoire repose sur un événement réel. Évidemment, on est loin, très, très loin de ce que l'on voit dans le film. Le film, comme je l'ai mentionné, c'est un événement un peu au superlatif. Mais l'histoire de la boîte à Dibuk, c'est une histoire qui fait couler de l'encre depuis le début des années 2000 dans les milieux du paranormal. Alors, je te raconte cette histoire qui est quand même fascinante, hein? Donc, en 2001, on a un propriétaire d'une boutique d'antiquités de Portland, en Oregon, un type qui s'appelle Kevin Mannis. Et ce type, Kevin Mannis, va assister, donc, en 2001, à l'automne 2001, il assiste à une vente aux enchères. Et là, il va se porter acquéreur d'une petite boîte en bois. Toujours selon la version de Mannis, après avoir acheté la boîte pour quelques dizaines de dollars à peine, au moment où il vient pour prendre possession de son lot, une femme s'est approchée de lui et cette femme lui a dit qu'elle était la fille de la femme décédée à qui appartenait la boîte. Et là, elle lui raconte qu'au moment du décès de sa mère, elle et ses frères se sont partagés les biens familiaux, mais ont refusé de prendre possession de la boîte parce que la boîte contient un dibuk, donc cet esprit malveillant. Évidemment, donc c'est la boîte à dibuk. et ce dénommé Kevin Mannis, qui, comme je l'ai mentionné, était propriétaire d'un magasin d'antiquités, évidemment, ne porte pas beaucoup d'intérêt à ça, et malgré le conseil de ne jamais ouvrir la boîte, il revient chez lui, sa boîte sous le bras, sa boîte à malice, pourrait-on dire, et puis là, évidemment, il l'ouvre avec tout le cérémonial nécessaire, et paf, au moment de l'ouvrir, que découvre-t-il? Rien.
La boîte. Avant ça, je serais allé à la pause. Je l'ai raté, celle-là. La boîte, en ouvrant la boîte, elle contient une sorte de petit calice doré, une fleur séchée, 2 pennies britanniques, 2 pennies anglais. Il y a également 2 mèches de cheveux enroulées dans une sorte de papier translucide, là, un papier saran wrap, et une pierre, une sorte de petite, je dirais un morceau de mosaïque, là, une mosaïque sur laquelle est écrit Shalom. Donc, c'est à peu près tout ce que la boîte contient. C'est bonjour, ça? Oui, on se dit, bon, ben, merci. Hein. Non. Donc, à partir de là, notre ami Manis referme la boîte. Mais là, il constate dans les semaines qui vont suivre toute une série de déboires. Son commerce va moins bien. Ses employés tombent tous malades les uns après les autres. Sa mère est victime d'un anévrisme. Tant et si bien que Manis en vient à la conviction que la boîte est maudite. Il ne sait pas s'il a libéré un esprit de la boîte, mais la boîte doit être maudite. Finalement, il décide d'en parler autour de lui. Il en parle à sa sœur, qui évidemment l'accuse de faire preuve de beaucoup trop de superstition. Elle accepte de prendre la boîte à sa charge et après un mois, ramène la boîte à Manis en lui disant elle aussi, elle a vécu toutes sortes d'expériences désagréables et ne veut plus être la propriétaire de la boîte. Manis tente de se débarrasser une nouvelle fois de la boîte en la confiant à son frère, mais lui, 3 semaines après, ramène la boîte, lui aussi apparemment victime de toutes sortes de maléfices. Tant et si bien qu'en 2004, la boîte se retrouve sur eBay. Et votre humble serviteur, ici même, a bité sur la fameuse boîte. Oui, j'ai vu passer cette boîte. Et comme je l'expliquais à Larry, notre technicien en coulisses, écoute, quand j'ai vu passer la boîte, je pense que j'ai monté jusqu'à 100 $. Mais tu sais, on vendait ça, boîte contenant un esprit maléfique. Alors, comme je vais régulièrement sur eBay pour voir ce qu'on nous propose de trucs un peu bizarroïdes, j'ai monté jusqu'à 100 $, mais finalement, j'ai laissé passer. La boîte, finalement, a trouvé preneur à 280 $. Pourquoi tu l'as pas acheté? Ben, écoute, une boîte en bois. Non, mais parce que tes affaires vont bien, là. Là, tes 2 livres sont sur best-seller. Oui, absolument. Ça va bien? Ah, ça va excessivement bien. Il y a des bouts que c'est plus plate, là. Il y a des bouts que tu dois régler, là. Comme tout le monde. Ouais. Mais grosso modo, ça va bien. Oui, ça va bien. Hein? Oui. Là, t'arrives, t'achètes la boîte de Bidouk. La boîte à Bidouk. Et là, tout à coup... Ben, écoute, tout va pas bien. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Là, Jeannette Bertrand sort un nouveau livre, elle tombe best-seller, on oublie le tien. Ben oui, exactement. Ah, tu vois? Ben oui. Achète-la pas. Non. Fait que finalement, donc, j'ai vu passer en 2004 cette boîte à 10 books que je n'ai pas achetée, malheureusement. Et celui qui s'en est porté acquéreur, qui l'a payé, donc, 280 $. Une aubaine. Une aubaine pour une boîte en bois. Pour un 10 book. C'est la valeur ajoutée sur le 10 book. Ben oui. Donc, le propriétaire en question s'appelle Jason Haxton. Il est curateur du musée ostéopathique de l'université A.T. Still au Missouri. Donc, ce Haxton va acheter la fameuse boîte à 10 books qu'il paye 280 $, et puis bon, la voilà chez lui. Et à partir de là, toutes sortes d'événements étranges vont également survenir dans la vie de ce Haxton, tant et si bien que, passionné par l'historique de cette boîte, Haxton va se mettre à enquêter sur la fameuse boîte, d'où vient-elle. Et en fait, ce qu'il va découvrir, c'est que l'histoire n'est pas seulement une sorte de légende urbaine inventée par Manis au départ, comme certains l'ont cru pour ajouter la valeur de sa boîte sur eBay. La boîte provient effectivement d'une victime de l'Holocauste qui, après avoir survécu au camp de la mort, aurait gagné l'Espagne où apparemment elle aurait été possédée par un démon, elle aurait été exorcisée. Oh. Le démon, on aurait fabriqué une boîte dans les années 60, le démon aurait été mis dans la fameuse boîte. Donc cette histoire-là tient la route. Elle semble être documentée par des faits historiques. Ben oui. Tant et si bien que Haxton va livrer en fait son investigation dans un tout petit ouvrage, une monographie qui ne fait même pas 200 pages, qui s'appelle The 10 Book Box. Et c'est ce petit livre, en fait, qui aurait pu passer un peu inaperçu, qui va inspirer ce Hollywood pour faire le film La Possession, dont effectivement le titre de départ était The 10 Book Box. Petit détail intéressant, Haxton a travaillé sur la consultation technique pour le film en question, et il a même proposé aux acteurs et réalisateurs d'avoir accès à la véritable 10 Book Box, parce que faut dire que Haxton a fermé la boîte, il l'a placée en un endroit où elle est inaccessible. Ouais, j'imagine. On a refusé de travailler avec la vraie 10 Book Box. On en a donc fabriqué une pour les besoins du film, et crois-le pas,
après le tournage du film, la fameuse boîte, ainsi que d'autres objets du cinéma, qu'on dit props, des props de cinéma, ont été gardés dans un hangar à Vancouver, là où le film a été tourné. Et 48 heures après la fin du film, après qu'on ait eu terminé le film, le hangar a été rasé par les flammes, emportant en fumée la fameuse boîte à 10 books. Le fait 10 books qui a sacré de feu. Bon, il y a d'autres objets qui sont associés à des malédictions. Oui, puis on va en parler après la pause. Exactement. Merci. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Alors, Christian Page, as-tu une question quiz, toi, pour faire tirer 2 livres? Ben oui, écoute, allons-y. On a parlé dans le premier bloc de cette histoire qui avait inspiré le Code Da Vinci, en fait, l'histoire de ce Jésus marié. Alors, la grande question, c'est qui était l'auteur du Da Vinci Code? Alors, c'était au 514-790-9850. On a 2 copies de L'Enquêteur du Paranormal 2. Oui, exact. Il y aura un 3e? Oui, effectivement, qui va compléter la trilogie dès l'an prochain. Quelle industrie. Hein? Quel empire. Parce qu'on a créé un monstre. Oui, le chupacabra de la littérature québécoise. Oui. Bon, OK. Alors, c'est nombreux objets associés à des malédictions. As-tu quelques exemples? Ben oui, on a parlé de la fameuse boîte à 10 books. Mais si on la boîte à 10 books. Mais si on parle des objets les plus célèbres associés à des malédictions, celui qui vient immédiatement en tête de liste, c'est le fameux diamant Hope. Hein? Ce diamant qui fait 45 carats, c'est le plus gros diamant bleu jamais découvert. Il est exposé depuis 1958 dans une pièce spécialement dédiée à lui seul au Smithsonian Institute Museum à Washington, D.C. Bon, rapidement, l'histoire, c'est un certain Jean-Baptiste Tavernier, un marchand et puis un petit peu trafiquant, faut bien l'avouer, qui l'a ramené en France vers 1665. À l'époque, c'était une très, très grosse pierre qui faisait 112 carats. Et à ce moment-là, Tavernier l'a vendu à Louis XIV, qui lui l'a fait retailler en 3 pierres différentes. Et la plus grosse, il l'a utilisé pour qu'il va devenir le diamant Hope éventuellement. Il l'a utilisé comme pierre à cravate. Là, alors, c'est dur pour le dos, ça. Oui, c'est ça. Donc, le fameux diamant en question, bon, jusqu'alors, pas question de malédiction. Bon, mais il va disparaître à la Révolution française. Son dernier propriétaire, évidemment, qu'il avait obtenu de ses prédécesseurs, c'est Louis XVI. Et on sait que Louis XVI, je ne sais pas s'il portait le diamant autour de son cou, mais pour lui, ce fait un mauvais augure, puisqu'en 1793, il a perdu la tête sous la guillotine. Et à partir de là, donc, ce fameux diamant Hope va acquérir une très mauvaise réputation. Quiconque serait en possession du diamant ou aurait approché le diamant, donc, on constate un nombre très élevé de gens qui ont des revers de fortune, qui tombent malades, qui se suicident, etc. Et puis, bon, et cette histoire va se multiplier. Le nom de diamant Hope, il arrive aux alentours de 1830, alors que le diamant en question est vendu à un propriétaire, un banquier londonien, un certain Thomas Hope, qui va donner son nom au diamant. Et c'est vrai que le Thomas Hope en question va mourir l'année suivante. Il acquiert le diamant en 1830, décède en 1831. Il est âgé à ce moment-là de 62 ans. Bon, toute cette histoire, finalement, le diamant Hope va, en 1958, être donné au Smithsonian, au musée du Smithsonian. Et c'est assez amusant parce qu'à ce moment-là, le propriétaire, un dénommé Harry Winston, preuve qu'il faisait confiance à la poste américaine, il va envoyer le diamant par la poste. Oh, crois-le ou non, il envoie le diamant par la poste dans une enveloppe brune. Il ne fait assurer le diamant que pour $150. Un diamant qu'on estime aujourd'hui à 250 millions de dollars. Donc, toute cette histoire du diamant Hope, Benoît, est-elle vraie ou non? C'est très difficile. Il n'y a pas de réellement d'archives ou de vérifications qui ont été faites de ça. Tout ça semble davantage relever d'une légende urbaine. Et on raconte en fait que le diamant, pendant quelques mois, en 1910, a été la propriété de Pierre Cartier, le fameux diamantaire français. Et apparemment, c'est Cartier qui aurait inventé toute cette histoire de légende associée au diamant pour augmenter sa valeur avant de revendre le fameux diamant. Marie-Claude Noël et Marc-Arthur Marchand sont mérités l'enquêteur du Paranormal 2. C'était quoi la réponse? Dan Brown. À quelle question? Qui a écrit le Da Vinci Code. Merci. Les peintures de Bragolin. Ben oui, Bragolin. Donc, Bruno Amadio, alias Giovanni Bragolin, est né en 1911, mort en 1981.
On le connaît surtout pour avoir peint au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale une 60aine de peintures de jeunes enfants avec une larme qui est versée, là. Tu sais, donc une larme qui coule sur les joues. Oui. Évidemment, dès que je te mentionne ça, peut-être te rappelles-tu, dans les années 70, il y avait de ces fameuses peintures un peu quétaines, n'ayons pas peur des mots, qu'on pouvait acheter au Miracle Mart ou chez Walmart. Walmart n'existait pas, mais Miracle Mart. Ben bon, oui. tu te rappelles? Ces Wilco. peintures sur velours. Oui, voilà, Wilco. Ces peintures sur velours. C'était beau avec le petit enfant puis la larme qui coule. Une blacklight, là? Oui, c'est ça. Donc, beau. ces fameuses peintures d'enfants qui versent des larmes, ce sont des peintures de ce Bragolin, qui est d'ailleurs un peintre assez marginal. Il a eu plusieurs identités. Il apparaît, disparaît. Et ces peintures ont été reproduites à coups de milliers d'exemplaires et vendues par des grandes surfaces comme Miracle Mart dans les années 60-70. Et puis voilà qu'en 1985, selon une manchette publiée dans le journal britannique, le tabloïd The Sun, une série d'incidents, d'incendies serait survenue en Angleterre et à chaque fois, on parle ici d'une 50aine d'incendies et les sapeurs-pompiers auraient retrouvé au milieu de ces incendies, qui se sont échelonnés sur quelques mois seulement, une peinture de Bragolin au milieu des cendres fumantes, peinture qui aurait apparemment été épargnée des flammes. Évidemment, il y a Giovanni Bragolin. Ouais. Donc, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Encore là, on nage un peu dans une sorte de légende urbaine. Une chose est certaine, il n'est pas rare de trouver au milieu d'un incendie des peintures qui vont résister aux flammes, et tout ça pour la simple et bonne raison que lorsque le feu se déclare dans une maison, la petite corde qui tient le cadre au mur souvent va brûler, se briser par la chaleur, et le cadre en tombant va tomber sur sa face et ainsi être protégé des flammes. Donc, il n'est pas étonnant qu'on va trouver dans une maison incendiée, parmi les ruines fumantes, des peintures qui auront résisté un tant soit peu aux flammes et à la destruction. Mais bon, était-ce vraiment vrai que toutes ces histoires de peintures retrouvées de Bragolin? Difficile à dire. Autre objet associé au... Il était juste mal accroché. Okay. Little Bastard. Oui, autre objet associé à la malédiction, c'est une voiture, cette fois-là, c'est la fameuse Porsche de James Dean, une Porsche Spider. Donc, on rappelle les faits historiques. Le 30 septembre 1955, l'acteur James Dean, quel bon acteur, hein? Malheureusement qu'on aura pu voir seulement que dans 3 films. Oui, c'est ça. Mettons que... Donc, James Dean décède donc près de Salinas au volant de cette fameuse Porsche Spider, baptisée Little Bastard. Et à partir de là, c'est le début de la malédiction. Hein. Au lendemain de l'accident, la voiture est vendue à un certain George Barris. Est-ce que le nom te dit quelque chose, George Barris? George Barris, non. Non, George Barris, il est bien connu des amateurs de voitures parce que c'est un des grands designers de voitures spéciales pour Hollywood. Et on lui doit notamment la voiture la plus célèbre de tous les temps, la fameuse Batmobile de 1966, utilisée dans la série de Batman. Donc, tant et si bien qu'après l'accident de James Dean, Barris se porte acquéreur de la Porsche en question, et au moment de la décharger du fardier qui la transportait, la voiture glisse, tombe sur les jambes d'un mécanicien, lui brise les 2 jambes. Alors là, c'est le début de la malédiction. Au cours des semaines et des mois qui vont suivre, des pièces de cette voiture seront réadaptées sur d'autres véhicules, et en particulier en 1956, 2 voitures sur lesquelles des pièces de Little Bastard ont été récupérées. 2 voitures de course, donc, vont être impliquées dans des accidents, dont un mortel au moment où tout ça se passe. Donc, la voiture acquiert cette mauvaise réputation d'être maudite. Eh, mon petit maudit de bidouc de Colin de Snowro. Merci pour cette chronique, Christian Page. On se reparle demain dès midi. Au revoir.